Journée. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver une nouvelle fois et pour cette dernière de la semaine sur France Maghreb 2 ce vendredi 20 mai. Ça y est, nous y sommes, ça avance petit à petit, très très vite en tout cas. Ravi de vous retrouver pour cette émission de référence jusque 18h, le grand forum dont voici le programme. Et nous allons parler de l'OTAN et pourquoi Erdogan est résolu visiblement à bloquer l'accès et l'entrée de la Finlande et de la Suède. On y reviendra dans un instant, on en débattra dans quelques minutes. La Tunisie, on a bien longtemps qu'on n'avait pas parlé de la Tunisie. Est-ce qu'il y a un printemps tunisien qui pourrait refleurir ? On se pose la question parce qu'il y a quand même des choses et certaines tensions en ce moment. On fera le point, évidemment. Et puis on fera le point sur ce nouveau gouvernement qui sera annoncé dans une quinzaine de minutes par Alexis Kohler du côté de l'Elysée, le gouvernement qui entame le deuxième quinquennat du président Macron. Nous y reviendrons tout à l'heure avec déjà une certitude ou presque, c'est Darmanin qui serait maintenu à l'intérieur. Pour le reste, beaucoup d'incertitudes, on verra évidemment quel sera le casting proposé. Il y a eu beaucoup de temps pris parce qu'il a fallu trouver ce qu'on appelle, et ce que voulait le président de la République, la parité entre les hommes et les femmes. Et ça a été un peu plus dur, paraît-il, du côté des femmes que des hommes. Bon, on fera le point tout à l'heure et on verra en tout cas le casting proposé, sans oublier le zapping, bien entendu, le quiz tout à l'heure et la belle histoire aussi qui nous fera le résumé de cette émission avec vos appels en direct au 01 40 33 9000 pour arriver jusque nous, pour venir débattre avec nos débatteurs de ce vendredi 20 mai. Bonjour à tous, bienvenue. Le Grand Forum, Christophe Pro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et pour ce vendredi, comme tous les vendredis, c'est Tarek Mami. Il est avec nous. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va bien Tarek ? Ça roule. Bon, parfait. Sofiane Lakhdari, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, notre ami Sofiane. Comment ça va mon Sofiane ? Bonjour Christophe, bonjour Tarek, bonjour à toutes, bonjour à tous. La belle histoire est avec nous de loin aujourd'hui. Comment ça va Mam ? Oui, ça va très très bien. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes d'attaque, en même temps en train de réaliser la chronique qui pour l'instant est une page blanche, et en même temps en regardant l'évolution à l'Elysée, puisque le nouveau gouvernement sera annoncé dans un peu moins d'un quart d'heure. C'est ça, et on vous le donnera évidemment dès que ça tombe, bien entendu. Nous devrions aussi avoir Maître Charny, mais comme tout bon avocat, ils sont jamais à l'heure, vous les connaissez. Sauf pour les honoraires. Alors, Tarek Mami, Sofiane Lakhdari, premier débat important, on va parler de l'OTAN. Vous savez que la Suède et la Finlande souhaitent rejoindre l'OTAN, sauf qu'il y a un président, et pas n'importe lequel, Erdogan, qui est résolu, Tarek Mami, à bloquer l'entrée de ces deux pays à l'OTAN. Pourquoi ? Il est surtout résolu à prendre beaucoup d'argent, oui. C'est sa méthode de faire. Non, mais pourquoi ? Quelles sont les raisons qui font que Erdogan ne souhaite pas que ces deux pays rejoignent l'OTAN ? Il y a le vernis, il y a l'apparence, il y a la réalité. C'est toujours comme ça avec Erdogan. Donc l'apparence, ces pays hébergent ce qui est vrai, comme la France, comme ailleurs, des adeptes du PKK, parti politique kurde turc, que lui considère comme terroriste, que l'Europe ne considère pas comme terroriste, et donc il va mettre ça sur la table. Et il va faire comme quand on a eu l'immigration, j'allais dire, irakienne et syrienne. Il va dire non, moi je ne veux pas les garder, je veux tous vous les envoyer. Et puis derrière, il dit mais si vous me donnez un petit milliard, on va se débrouiller pour les garder. Et donc ça va être comme ça. Et pour moi, le drame, c'est pas Erdogan dans le temps, pour moi. J'espère pour lui que je me trompe, est terminé parce qu'il y a une élection en 2023 et on verra bien comment ça se passe à l'intérieur. Le problème, c'est le pourquoi du comment de la Finlande et de la Suède qui veulent adhérer à l'OTAN. Et c'est ça qui est dangereux, non pas pour la Russie toute seule, mais pour tout l'équilibre du monde, parce que vous ne pouvez pas aller gratter l'ours tous les jours, et après, donc... L'ours Poutine. Oui, l'ours russe. Parce que beaucoup, je l'ai déjà dit ici il y a quelques jours, beaucoup pensent que s'il n'y avait pas le président russe,
Aujourd'hui, il n'y aurait pas cette politique. Moi, je vous dis que demain, le président russe s'en ira et que le prochain fera la même chose. Medvedev a fait 2 erreurs qu'il est en train de payer. Mais demain, le nouveau président russe va prendre position forte parce qu'aucun pays n'accepte d'être entouré. Et peut-être sans lire dans une boule de cristal, Christophe, et on en parlera peut-être dans plusieurs mois, voire un an, imaginez par extraordinaire, demain, Cuba accepte de réinstaller des missiles sur son territoire en face des États-Unis. Donc, vous me parlez Turquie, et je vous parle OTAN. Oui, mais moi, ce que je voudrais comprendre, Ouais. Sofiane, c'est pourquoi Erdogan est résolu vraiment à bloquer l'accès de ces deux pays. Qu'est-ce qui lui pose problème réellement, concrètement? Oui, pour la Turquie, je pense que, comme il a dit Tarek, c'est un fin tacticien. Erdogan, c'est un fin politicien. Il essaye de retourner toute situation à sa faveur. Et c'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Il fait de la politique. Il essaye d'avoir certaines concessions de la part de l'OTAN. Par exemple, le dégel de l'achat du F-35. Les PKK qui est soutenu, il y a une très forte opposition kurde en Suède et en Finlande. Il essaye d'avoir une limitation des activités et pourquoi pas avoir une extradition de certains de ses opposants. Voilà, une des premières raisons, d'accord. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Il essaye de faire de la politique. Après, maintenant, il faudrait mieux parler de l'adhésion, de la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède qui nous paraissent comme une situation anodine, mais sauf que ça va encore vraiment embraser la région et encore un autre foyer de tension, peut-être il sera enclenché, surtout quand on entend les discours des responsables russes disant que c'est impossible d'accepter ce type d'adhésion, surtout que ces deux pays ont connu une certaine neutralité complètement différente. Vous avez la neutralité suédoise, c'était une neutralité souveraine et indépendante. Il faut savoir que la Suède n'est pas entrée dans une guerre depuis 1814. La dernière guerre, c'était face à la Norvège. C'est-à-dire même en période de deux dernières guerres mondiales, la Suède est restée neutre. Et vous avez la neutralité finlandaise, c'est une neutralité imposée, c'est une neutralité qui est due au traité de Paris 1947, surtout que la Finlande a une histoire assez complexe avec la Russie. Elle a fait partie de l'Empire russe. Elle dépend d'ailleurs à 100%, je crois, du gaz russe. Après, voilà, les moyens de pression qu'a la Russie envers la Finlande, surtout que la Finlande ne consomme pas énormément aussi, mais elle a d'autres moyens d'approvisionnement, surtout qu'elle est à côté de la Norvège, pays partie des Scandinaves, etc. Mais là, pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a l'adhésion de ces deux pays, vous avez un encerclement complet de la Russie au niveau de l'Arctique. Et là, la Russie, avec les 1300 km de frontières qu'elle a avec la Finlande, je ne pense pas qu'elle va rester... qu'elle va pas faire d'autres moyens, pas utiliser d'autres moyens de pression pour empêcher ce type d'adhésion. Est-ce que c'est une provocation, Tarek Pami, justement, si toutefois ils accèdent à l'OTAN, ces deux pays, pour le président russe, pour la Russie par exemple? Est-ce qu'ils peuvent considérer que c'est une provocation, une nouvelle provocation? Alors, ce n'est pas une provocation de la part de ces deux pays-là, parce qu'ils se sentent eux-mêmes en position de faiblesse et ils voient que l'Ukraine, qui est quand même autrement peuplée et qui a beaucoup plus de surface, se bat comme elle peut, avec le soutien de l'Occident, mais c'est une provocation de la part des États-Unis et des pays de l'OTAN qui accepteraient, parce que si on était dans un monde raisonnable et en politique et pour les guerres, il n'y a jamais de monde raisonnable, là, les États-Unis devraient dire non, on ne peut pas, parce qu'il faut garder un minimum d'équilibre entre les parties, d'autant plus que je vous renvoie, comme toujours, à la lecture du texte de Brzezinski, qui disait à la fin de sa vie qu'il ne fallait pas essayer de récupérer l'Ukraine. Donc pour la Russie, c'est bien sûr de la provocation, mais surtout de la provocation américano-otanesque. Les Américains qui ont reçu d'ailleurs, je crois, les responsables des deux pays en question. Est-ce que le veto turc, à lui seul, il est provisoire. Le veto turc, il est provisoire. Il va s'atténuer peu rapidement. Il suffit d'avoir quelques petites concessions. C'est ce qu'ils essayent de chercher Erdogan. Mais c'est surtout les moyens de pression qu'il utilisera la Russie afin de bloquer cette adhésion. Elle prendra un certain temps. On parle de 4 mois jusqu'à 1 an. Ils sont en train d'accélérer les procédés. Et c'est là où il faut être très attentif au niveau des accords. Qu'est-ce qu'il y aura comme concession, qu'est-ce qu'il y aura comme
comme impact direct? Est-ce qu'on aura des bases militaires de l'OTAN à la frontière russe? Est-ce qu'on aura des missiles dirigés? Il faut savoir que la grande ville de Saint-Pétersbourg, elle est aux côtés, elle est très proche de la Finlande. Est-ce qu'au niveau de la base arctique, au niveau de l'armée russe, il y a énormément de choses à voir, mais pour le moment, est-ce que la Russie n'utilisera pas d'autres moyens? Elle a bloqué le gaz, elle essaiera peut-être de bloquer aussi l'électricité comme elle l'a fait récemment avec les 10-15% au niveau de la Finlande, qui dépendent de l'électricité russe. Est-ce que la Russie l'arrivera à empêcher, ou bien c'est un moyen de pression pour avoir des concessions en Ukraine? On peut être un peu ludique. Est-ce que pour la Finlande et la Suède, ça représente une opportunité que de faire partie de l'OTAN, Tarek Mami? Opportunité, non, encore une fois. Mais si vous voulez, vous avez en fait dans cet article, à la limite, on va revenir en histoire. C'est quoi l'OTAN? C'est une organisation militaire défensive, pas offensive, mais défensive contre qui? Quand elle a été créée, elle était défensive contre l'Empire soviétique, l'URSS, qui était une puissance autrement étendue et autrement armée. Mais aujourd'hui, quelle est la logique occidentale qui fait que l'OTAN, elle reste et elle se perpétue et elle s'agrandit? Mais elle s'agrandit contre qui? Elle ne peut pas s'agrandir contre la Chine, qui est de l'autre côté et qui a une autre préoccupation dans le Pacifique et qui va, dans les mois qui viennent, à continuer à agir. Mais donc, le message est clair. Mais surtout que dans la doctrine américaine, de la doctrine américaine, on considère la Russie comme un pays ennemi et à diviser. Non, mais c'est ça. Voilà. Et donc, cet agrandissement, comme les 11 autres qui ont eu lieu depuis depuis la chute du mur de Berlin, c'est contre la Russie. C'est pas pour défendre. On défend contre qui? Quand on se défend dans la vie, on se défend toujours contre quelqu'un. Quelqu'un est aujourd'hui, c'est la Russie. Moi, la neutralité, c'est ça la question qu'on devra répondre. Il y a une autre neutralité qui viendra derrière. Ouais. En fait, c'est pour aussi couper court à la demande de la Russie qui exige la neutralité de l'Ukraine. À partir du moment où les deux autres pays ne soient plus dans la neutralité, on pourra pas dire il faut qu'on soit dans la situation de la finlandisation. Et donc, c'est fini. Donc, c'est aussi un message là, pour à la l'Ukraine. limite, pour la Suède, on pourrait comprendre parce qu'il faut savoir que la Suède, au niveau du budget militaire, il a été complètement restreint, surtout après la fin de la guerre froide. La Suède, elle a diminué, on parlait à peu près d'un PIB de 5,8, à peu près les dépenses militaires jusqu'à 1,2, 1,6 ces dernières années, malgré qu'ils ont un retard énorme au niveau de l'armement. Alors ils veulent essayer de trouver une concession, trouver une coopération militaire avec l'OTAN, mais la question que devra répondre le peuple suédois, ils sont pas aussi chauds pour y adhérer, contrairement aux Finlandais. On parle de 50 à 60% seulement de Suédois qui sont pour l'adhésion à l'OTAN, en pleine guerre, en plein boom au niveau de la guerre en Ukraine, et malgré ça, ils sont réticents. La question, est-ce que la neutralité suédoise, qui a été maintenue durant les 2 dernières guerres mondiales, est-ce qu'aujourd'hui de les perdre et d'aller vers une confrontation peut-être et de rentrer dans un camp de guerre face à la Russie, c'est la question que devra répondre le peuple suédois prochainement. On rappelle, c'est mieux le micro ouvert, que la France était sortie de l'OTAN. Elle est revenue sous Sarkozy. Elle n'est pas sortie. Voilà, du commandement, oui. Voilà, elle n'est pas sortie de l'OTAN. Elle est sortie de ce qu'on appelle le commandement intégré de l'OTAN. Ouais. Et expliquer à nos auditeurs. Oui. Il faut expliquer parce que c'est vrai qu'il y a des mots qu'on entend comme ça à droite à gauche et c'est bon d'expliquer aussi. Mais surtout les questions géopolitiques complètement. Le mot commandement intégré, ça veut dire que c'est le chef américain qui donne l'ordre. Ouais. Et toutes les troupes et tous les militaires de tous les pays obéissent, exécutent. Et donc, le président de Gaulle est sorti de ce commandement de manière à ce qu'il participe aux besoins avec l'OTAN, mais avec les ordres français aux soldats français. Et je rappelle de retrouver de souveraineté, quoi. Souveraineté. Ouais. Et je rappelle à ce titre que quand les Américains ont demandé à Jacques Chirac de réintégrer le commandement, il leur a dit OK à une condition, que le chef des armées de tout l'OTAN pour toute la Méditerranée serait la France. C'est que les États-Unis ont évidemment refusé. Et quand M. Sarkozy est venu, il est parti tout seul pour dire votre ancienne proposition que vous aviez faite à M. Chirac, moi je l'accepte. Et donc c'est là où on a perdu toute souveraineté. Et là, on a parlé du général de Gaulle et de l'OTAN, c'est bien de le rappeler. C'est que après les essais nucléaires de la France, en 1966, le général de Gaulle déclare la France comme un État nucléarisé. 1967, il appelle tous les dirigeants, tous les derniers soldats américains qui étaient présents à quitter le territoire national.
Et quand par hasard, mai 68, tout de suite après, qu'il vient une révolte qui l'éjecte du pouvoir. On s'en rappelle. On continue d'en parler parce que c'est très intéressant, l'OTAN, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente avec Maître Charny. Je vous l'avais dit que les avocats étaient toujours en retard. Et bien, il arrive sur France Maghreb 2 dans un instant avec vos appels au 01 40 33 9000. Mam, est-ce qu'il y a le gouvernement est tombé ou pas encore? Non. Pas encore. Je surveille la dépêche. Oui. Non, pas encore là. Pour l'instant, le perron est installé. Et le perron est installé. L'annonce Très bien. devrait être imminente. Ah bah très bien, le perron est installé, c'est que Alexis Kohler va pas tarder de parler pour annoncer le casting. Alors, le perron est toujours installé à l'Élysée. Oui, non mais d'accord, mais Ouais. apparemment Non, ça commence non. à s'activer. Oh oui, donc le micro, la table, donc le pupitre. Voilà. Le pupitre et le micro viennent d'être installés. Mais sinon. Voilà. A tout de suite, messieurs, sur France Maghreb 2 avec vos appels au 01 40 33 9000. Et on salue Maître Charny. Non. Maître Charny, tu vas pas y échapper. Ne bougez pas. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Sofiane Nakdari et avec Maître Charny qui est avec nous. Bonjour Maître. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien, merci et vous? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un petit moment, c'est Ouais. vrai. D'ailleurs, Mais on revient toujours. vous étiez conviés à un resto, vous n'êtes pas venu? Ah bon? Ouais. Ah, j'ai pas reçu. Pendant le ramadan. Arrêtez vos Ah bon conneries. Bah oui, vous aviez dit que vous On viendrez. fait des invitations sans moi. Non, alors. non, arrêtez. Non, mais on a le droit de Tarek, discriminer, on s'appelle quand même. c'est tout à fait légitime. Oui, je viendrai. Puis on l'a attendu toute la On soirée. n'aime pas les centristes on a- sur Radio France Maghreb. On a Arrêtez. même réservé une table au milieu. Ouais. Juste entre pour les- moi. Pour vous. Ouais. Entre les écolos Au et les milieu, trucs. exactement, Entre en les plein écolos. centre. Ouais, au centre. Ouais, Ouais, vous super. n'êtes pas venu, c'était Et quoi vous, votre excuse je vais être méchant. J'avais qui à ma gauche? Non, je vais être méchant. Vous avez envoyé un message à une des personnes présentes Ouais. pour dire, il y a Maître Charny qui vient de m'écrire pour s'excuser. Je lui ai dit, mais c'est pas vous qui invitez. Ah bon? Ouais. bah J'ai oui. écrit à qui alors? Ouais. Une dame, je vais pas la Ah citer. oui, c'est vrai, parce que je Ah, devais voilà. la récupérer Voilà. pour venir, pour qu'on vienne ensemble Voilà. J'espère Maître qu'elle Charny. elle a pu Voilà. venir alors. Bon, ça Mais va. plus si- là- d'excuses Ici, à cette c'est dame, toute d'ailleurs. la vérité. Ici, on Rien dit que la tout. vérité. Rien On dit que tout. la vérité. Exactement. On dit Alors tout. fermez la Toujours radio la alors. Le procès Si de on dit Maître que la Charny est vérité. ouvert. Le procès de Maître Charny. Il dit quelque chose d'intéressant. Si on dit que la vérité, on va fermer la radio. Ça veut dire Ça quoi va être dur. Ah, Ah ben, Bah, on dit que la vérité. Ici, Ouais. on a toujours dit la vérité, jusqu'à Ah ouais preuve du contraire. En tout cas, d'abord notre À vérité. dire qu'on a réservé une place au centre à Maître Charny au Oui. restaurant, Oui, c'est oui, vraiment oui, vrai. Oui. Si vous voulez la C'est photo, vrai Oui. si vous voulez la Ah, photo, je on l'a. demande d'avoir la photo. Ok. Ouais. Bon, la barre. Maître Charny, alors Si c'est Gassama, c'est impossible. ça, je m'y attendais à celle-là. On parle de l'OTAN, messieurs, et on parlait à la base de Erdogan et qui est décidément résolu à bloquer l'entrée de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN. Ça l'embête un petit peu. On a essayé de comprendre un petit peu les raisons. En fait, pour bien comprendre et que les auditeurs comprennent bien, l'OTAN est aux commandes des États-Unis. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, de quelle manière on le fait, et les autres suivent. Si j'ai bien compris, Tarek Mami, c'est bien ça. Tout à fait. Voilà. Donc aujourd'hui, pour un pays qui est peut-être pas fort militairement, ça peut être avantageux de faire partie de l'OTAN. Question. Alors honnêtement, pour moi, je vois pas tellement l'intérêt qu'auraient la Finlande et la Suède à rejoindre l'OTAN, sauf éventuellement à attiser les tensions. Moi, vous le savez, hein, je suis pas du tout fan du Rassemblement national, mais j'ai entendu Marine Le Pen porter la voix à ce sujet. Elle dit voilà, il n'y a aucune utilité pour ces deux pays à rejoindre l'OTAN, sauf à créer des tensions supplémentaires. Et c'est le cas parce que un de ces deux pays partage une frontière extrêmement longue avec la Russie. Et honnêtement, à partir du principe qu'on va peut-être mettre des installations militaires à proximité immédiate de la frontière russe, en plein conflit déjà ouvert avec l'Ukraine, je ne sais pas si c'est le bon moment, si c'est le bon tempo, et si ça a réellement une utilité, sauf à attiser peut-être un peu plus le feu, quoi. Oui, attiser, c'est vrai. Attiser, peut-être. On voit bien la davantage. politique de l'OTAN, c'est de vouloir enliser la Russie de plus en plus, quitte à créer d'autres foyers. Et c'est vraiment, il faut être très attentif sur l'adhésion surtout de la Finlande. Moi, je pense que la Suède, il n'y a pas énormément d'animosité, si ce n'est quelques incursions au niveau maritime, surtout qu'il n'y a pas de frontières terrestres, incursions maritimes au niveau de certaines opérations aériennes. Mais surtout, c'est la Finlande, il faudrait surveiller, surtout avec l'histoire. Elle a adhéré au niveau de la guerre en 1940 contre l'URSS. Elle faisait partie un peu de l'Empire russe avant. Voilà, c'est vraiment à suivre de très près, surtout la grande ville de Saint-Pétersbourg qui a
quelques kilomètres. Et surtout, voilà, si l'OTAN s'engage à coopérer seulement au niveau stratégique et essayer d'aider ces pays qui ont vraiment un sous-armement assez important, ou bien c'est d'aller vraiment vers la provocation de la Russie en installant des bases et avec des missiles dirigés vers des villes russes. Vraiment à surveiller. Et puis, j'allais dire, d'autant plus qu'on l'a rappelé, hein, moi je suis plutôt de sensibilité centriste. Elle est où la place de l'Union européenne là-dedans? On renforce l'OTAN, j'allais dire, depuis la politique du général de Gaulle dans les années 50-60, avec jusqu'à l'arrivée de Nicolas Sarkozy. On a toujours... l'État français a toujours cherché à mettre en place une certaine autonomie vis-à-vis de l'OTAN pour renforcer justement la gouvernance et l'Union européenne. Et là, voilà, on met tout le monde... Ouais, surtout que le président a parlé d'un état de mort cérébrale de l'Alliance Atlantique. Oui, et il a parlé de l'armement et d'une armée européenne. Et on a vu tout de suite après l'Allemagne qui assure augmenter ou doubler son budget militaire et elle décide d'acheter d'un armement purement américain et même pas français. Alors que, voilà, avec la coopération d'Alstom, avec les Allemands et tout, il y a tellement de choses qu'on a perdues. Et au niveau de l'armement qui était déjà en pointe au niveau de l'armement français, on se retrouve à puis en termes de solidarité militaire, ces deux pays sont déjà au sein de l'Union européenne. Quel intérêt à rajouter un millefeuille au niveau de l'OTAN? Moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est surtout de renforcer, si besoin en est, notre dispositif militaire européen, notre gouvernance militaire au niveau européen, et d'être peut-être de moins en moins dépendant de l'effort de guerre américain. Alors, peut-être que le coup de... Comment on appelle ça? Le coup de poker gagnant que les États-Unis viennent de faire, c'est que face à cette mort cérébrale, comme disait Sofiane... Macron disait... Non, mais comme vous avez rappelé la phrase de Macron, et face à cette tentative allemande de prendre un petit peu de souveraineté, le coup de poker gagnant pour les États-Unis, c'est qu'elle a remis le couvercle sur toute l'Europe et qu'elle empêche ne serait-ce qu'un début de lumière de souveraineté nationale. Et donc, les Français, aujourd'hui, acceptent beaucoup... les Européens, acceptent beaucoup plus ce qu'ils ont accepté, en gros, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque De Gaulle a fait ce qu'il avait à faire, et voir ce qu'a essayé de faire Mme Merkel, où elle a été voir donc l'ancien président pour lui expliquer que les intérêts économiques de l'Allemagne, donc de l'Europe, donc du monde, et de travailler avec Poutine. Et là, c'est comme si on avait attendu le départ de Mme Merkel pour faire ça, parce que je ne suis pas sûr tout à fait que Mme Merkel aurait pris les mêmes positions que le président Schulz. D'ailleurs, hier, il y avait une phrase terrible dans la bouche du vice-président des Affaires étrangères russe, Bogdanov, ou un truc comme ça, qui dit, depuis l'arrivée de Schulz, l'Allemagne a perdu le peu de souveraineté qu'elle a pu donc garder depuis 1991. Et là, on voit que le courant de Gerhard Schröder s'est nettement affaibli parce qu'on avait l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest et on avait vraiment un camp qui travaillait avec le Gazprom, etc. Et là, on voit que le lobby pro-américain, il est en train de l'emporter au niveau allemand. Il a démissionné ce matin. Oui, mais je ne suis pas sûr que du temps de Merkel, c'était forcément mieux. C'est vrai qu'elle a eu des prises de position qui étaient un peu plus solides. Merkel a imposé le Gazprom 2, le fameux oléoduc, que l'autre s'est empressé d'arrêter, avant même la guerre d'Ukraine. Lorsque Donald Trump avait annoncé le retrait des soldats militaires... des soldats américains affectés dans le cadre de l'OTAN en Allemagne, on a entendu les Allemands, pas presque pleurer, mais supplier Donald Trump de revenir sur sa position, ce qu'il avait d'ailleurs pour des refusé raisons de faire. économiques, parce qu'il ne voulait pas avoir à supporter l'argent de la guerre, il voulait que l'argent de la guerre soit dans l'économie. Mais par contre, sur le gazoduc, on en revient toujours à cette question d'autonomie. Nord Stream 2, elle l'a construit contre la volonté des Américains. C'est 11 milliards. C'est ça qui voulait partir. Qui dès le premier jour, voulaient, eux, livrer leur gaz de schiste. Donc vous avez la personnalité d'un Premier ministre ou d'un président qui change la politique du tout. Oui, mais honnêtement, en l'état actuel... Autre exemple américain, surtout la ministre des Affaires étrangères Bibrock, c'est complètement hostile à la Russie. L'année dernière, le président, que j'aime pas par ailleurs, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, américain, avait ordonné le retrait des soldats américains de la Somalie.
la semaine dernière, le nouveau président ordonne le renvoi et avec un nombre beaucoup plus grand. Donc c'est comme s'il faut aller recréer une guerre civile en Somalie, alors que c'est ce qu'on disait à l'époque avec Donald Trump, c'est qu'au moins avec Donald Trump, il n'y avait pas de guerre. Aujourd'hui, avec les démocrates et les applaudissements de certains médias, avec l'arrivée de Biden, on est revenu à la politique de belligérance des Américains, vont voir allumer le feu là où ils peuvent allumer. Cette différence aujourd'hui, la guerre en Ukraine, comme l'a dit bien Kissinger, c'est que c'est décidé d'en finir avec la Russie, avec le dernier soldat ukrainien. Aujourd'hui, c'est sur le sol européen, c'est l'économie européenne, c'est le citoyen européen qui est en train de souffrir. On parle d'une inflation, on parle de grenier de l'Europe entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez le blé ukrainien qui commence à passer par la Pologne en voie terrestre. Peut-être on risque d'avoir même des millions de morts. Et déjà l'histoire de l'Ukraine avec les morts, avec en temps de Staline, en période de famine. Est-ce qu'on n'est pas en train de dépouiller le blé ukrainien pour vraiment l'exporter et à la fin après mettre la responsabilité sous l'égide de la Russie, parce qu'on est vraiment bien pour diaboliser la Russie, quitte à créer certains événements. Aujourd'hui, on est en train de montrer et pointer le doigt la responsabilité de la Russie, alors que tous les belligérants, c'est le camp occidental qui a décidé d'introduire l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. On nous a dit non, c'est pas vrai. Et là, Zelensky, avec toutes ses déclarations, le jour et la nuit, on change de position, mais on sait pertinemment que l'Ukraine voulait y accéder à l'Alliance Atlantique et aller récupérer la Crimée. C'est-à-dire la Russie, elle a anticipé une guerre qui était déjà programmée par les néo-nazis, qu'on a refusé au départ de dire qu'ils existaient. Aujourd'hui, on est en train de les angéliser. J'ai vu tout récemment, même sur BFM, la femme d'un des responsables de Azov venir dans une émission de télévision. Mais on a une ligne qui est très très fan de Vladimir Poutine. Hein, ah oui, un petit peu, c'est vrai. Bien, le monde unipolaire, on a souffert un peu de le monde unipolaire. Comment chargée de l'enfance auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Christoula Zakharopoulou, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement lundi 23 mai à 10h. Voilà, donc on a une partie de la composition puisqu'on l'a prise en cours et dans quelques minutes, donc on rappellera... Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Ça, on le savait depuis tout à l'heure. Oui. Ah ouais? Oui, ça circulait, oui. Donc on donnera tout à l'heure la liste de tout le gouvernement. Sous Chirac, je crois, sous Dominique Villepin. Oui, tout à fait. Et alors, pour revenir à Sofiane, parce qu'il a été malin pour aller très vite sur la phrase, on a toujours dit que Biden, les démocrates, la guerre et tout ça. Moi, ma position n'a pas changé. Monsieur Trump n'a mené aucune guerre pendant 4 ans, mais il nous a foutu dans un bourbier duquel le monde arabe, le monde islamique et la Palestine ne s'en sortira pas demain, parce qu'il n'a fait aucune guerre. Il n'était pas responsable de la soumission de certains pays. Non, mais excusez-moi. Lui, il avait le projet d'Abraham. Il y a des pays qui ont signé, il y a d'autres qui n'ont pas signé. Je ne vous ai pas coupé. Voilà. Et moi, quand on parle de Palestine, je remets les points sur les i. Il a, au-delà des pays qui ont normalisé, il a reconnu. Il a reconnu pour 3 fois Jérusalem comme capitale réunifiée, unique pour l'Israël. Et moi, ça passera jamais. Et moi, c'est pour ça que je remarque que Benjamin Netanyahu ne l'a même pas félicité. Ne l'a même pas appelé. Il a fait une déclaration comme quoi qu'il a fait énormément pour Israël. On ne va pas tourner autour du pot. Ouais. Moi, toutes les guerres que les Américains ont fait contre tous les pays du monde, je les dénonce. Mais je trouve, en ce qui me concerne à titre personnel, que cette décision... Mais elle est dénonçable, bien sûr. Non, c'est pas... Elle est plus importante il me semble que pas, les autres. Attention, il me semble pas qu'il a parlé de Jérusalem réunifiée. Si. Non, il n'a pas utilisé le terme réunifié. Il a fermé le consulat. La question diplomatique... il n'a pas déplacé. Non, mais... Parce qu'il y a une partie qui est... Jérusalem a vocation à être partagée en deux. Ou vous lisez pas, ou vous écoutez BFM. C'est quoi exactement? Ils ont fait une ambassade américaine à Jérusalem. Il a fermé celle de Tel Aviv. Non, il a fait tout ça. Il a fermé le consulat américain pour la Palestine à Jérusalem. D'accord. Non, donc il l'a sorti de Jérusalem. Elle n'existe plus.
Ok, on continue. Et il a déplacé... Ça n'a pas empêché de Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne de continuer à collaborer, etc. Maintenant, lui, il avait une politique. Maintenant, il avait une politique. Moi, personnellement, sur la Palestine, il est critiquable. Mais sur la politique, Bon, je note que sur Radio France Maghreb 2, on est fan de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Mais je crois qu'ils étaient super copains entre eux. Et même si on parle de l'Algérie, tu verras un propos de Tebboune aussi. Ah oui, bien sûr. Mais on a le droit d'être fan de qui on veut. Non, mais est-ce que moi, je vous ai dit que je suis fan de Poutine? Ah, mais les centristes, ils ont l'habitude de bien classer les gens dans des catégories. Alors, avec les centristes, il paraît que depuis qu'on est passé du vent... Et on n'aime pas les centristes. Depuis qu'on est passé du vent à l'électricité, la girouette... Bah, c'est pas qu'elle tourne. Bon. C'est qu'elle va dans tous les sens et à la fin, on voit pas si elle tourne à droite ou à gauche. Bon, qui est le ministre du Travail alors? Non, pas du tout. Cher Christophe, vous me laissez. Moi de droite. Voilà. Un peu de pub et dans un instant, on vous dresse le gouvernement. Rima Abdelmalek, c'est dont on a parlé tout à l'heure, et ministre de la Culture. Qui? Rima Abdelmalek, qui était la conseillère du président de la République pour la culture. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, en un mot avant la pub, c'est qu'en France, nous avons ce que les Anglais appellent le shadow cabinet. Ça veut dire que le cabinet fantôme. C'est quoi le cabinet fantôme en France dont on ne parle jamais? Ça veut dire que tous les ministères qui existent officiellement, vous avez des conseillers auprès du président pour chacun. Donc, vous avez le conseiller travail, le conseiller des affaires étrangères, le conseiller militaire. Donc, mais en France, on n'utilise pas le mot shadow cabinet. On dit le conseiller du président. Parce qu'en Angleterre, ils sont dans un deux partis différents. On vous donne le gouvernement qui vient d'être nommé il y a quelques minutes par Alexis Collère à l'Elysée. Premier conseil de ministre lundi. Le premier gouvernement d'Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, parce que c'est lui en définitive qui décide. Eh bien, on en reparle, on vous le donne en intégralité dans un instant. On sait que Darmanin a été maintenu, c'est bon? Oui. J'avance. Bon, très bien. Alors ne bougez pas, on vous fait tout ça dans un instant. Et on partira évidemment en Tunisie, à tout de suite. Alors, c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Maître Charny, avec Sofiane Nagdari et avec Tarek Mami. On a la composition maintenant du gouvernement. En première lecture, rapidement, c'est beaucoup de gens qu'on a déjà vus, quelques inconnus et quelques maintiens, à l'image de Darmanin. Gérald Darmanin reste au ministère de l'Intérieur. Très bien, ça c'était annoncé. Par contre, la surprise. Éric Dupond-Moretti reste au ministère de l'Intérieur. De la Justice. Ça, par contre, on s'y attendait pas, celle-là. Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, elle remplace Yves Le Drian. Enfin, il est parti depuis. Ça fait un moment qu'il est en poste. Hein. Il a fait 2 mandats entiers, comme ministre des Armées avec Hollande, puis comme ministre des Affaires étrangères avec Macron. Il vient d'avoir une convocation de la justice malienne. L'historien Papendaï est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. En remplacement de Blanquer. Oui. L'éducation nationale, oui, tout à fait. Non, l'éducation, oui, tout à fait. Oui, c'est Blanquer. Oui. Allez, bye. Blanquer, il va dans le Loiret se présenter au Sébastien Lecornu est nommé ministre de l'Armée. Des armées. Au revoir. À la place de Florence Parly. Brigitte Bourguignon est nommée ministre de la Santé et Prévention. Monsieur Véran. Olivier Dussault, ministre du Travail. Oui. Damien Abad, ex-LR jusqu'à hier soir, ministre des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées. Marc Fesneau est ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire. Un poste qu'il avait déjà occupé, il me semble. Oui, on en aura besoin de la souveraineté alimentaire. Et Stanislas Guérini, ministre donc, de la fonction publique. Et alors, ça continue. Yael Braun, donc Pivet, je ne connais pas cette dame. Elle était présidente de la commission. Ministre des Outre-mer. Agnès Pannier-Runacher, donc nommée ministre de la Transition énergétique. Amélie Odia-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques, puisque la France aura en 24 donc, les Jeux Olympiques. L'organisation des Jeux Olympiques. Voilà. Olivier Véran. Il quitte donc la santé. Et il va comme ministre chargé de relations avec le Parlement. Ça va être plus tranquille pour lui. Et la vie démocratique. Et l'ancien porte-parole Gabriel Attal est ministre chargé des comptes publics. Ça veut dire qu'il va à Bercy pour contrôler ce qu'il y a à faire. Mais de l'économie, il n'y a pas de ministre de l'économie? On monte, on y vient. Franck Christer, qui est là, lui, depuis 10 ans, est ministre chargé du commerce extérieur. Il était à la culture. Puis, il est passé donc, au ministère des Affaires étrangères. Il est au commerce extérieur. Après, Olivier Grégoire, porte-parole. Elle remplace M. Attal. Clément Beaune est nommé secrétaire d'État chargé de l'Europe.
Rima Abdelmalek, qui était la conseillère culture du président de la République, est nommée ministre de la Culture à la place de Madame Bachelot. Sylvie Retailleau est nommée ministre de la Recherche. Rien à voir avec Bruno Retailleau, non? J'ai rien posé dit, la mais même question. Oui. On recherchera tout à l'heure. Et puis, il me manque... C'est tout. Mais est-ce qu'il manque pas... Le ministre de l'économie, il n'y en a pas? C'est Bruno Le Maire, a priori. Non, mais il n'est pas indiqué dans la liste. Il faut qu'il soit nommé. Bah oui, il n'y a pas de ministre de l'économie. Il y a les comptes publics. Bah oui, mais il n'y a pas d'économie. Non, il doit y avoir. Non, il doit y avoir, il faut qu'on recherche. Là. Mam, aide-nous là. Oui, Mam, vas-y. Alors Christophe, le ministre de l'économie, c'est bien Bruno Le Maire, ministre de l'économie, de la souveraineté industrielle et du numérique. Waouh. Ah ouais. D'accord. Donc Bruno Le Maire. Et il n'est pas publié pour le moment dans la liste de communiqués. Donc je vais aller chercher dans quelques secondes, une fois que chacun a donné son point de vue, le communiqué de presse officiel de l'Élysée. Donc on peut dire qu'aujourd'hui il y a des ministres qui restent, donc Darmanin, Dupond-Moretti, Bruno Le Maire, à leur poste. Oui. Voilà. Pour mais le la reste, santé, c'est qui? La santé, c'est qui? C'est un sénateur, non? C'est Brigitte Bourguignon. Brigitte Bourguignon. C'est pas le nom du sénateur qui était annoncé. Ouais. C'est Madame Bourguignon. C'est bon le Bourguignon aussi, le dimanche. Tout dépend. En tout cas, voilà, Véran qui est donc lui fait transfert. Cher Samy, et la belle histoire va le faire tout à l'heure. Eh bien, le bœuf bourguignon, c'est avec du vin rouge. Ah oui. Mais comme le vin rouge, quand tu brûles, il n'y a plus de vin. Donc on peut manger le bœuf. Il devient halal. Bourguignon. Ouais. Je dis pas qu'il devient halal, mais on peut le manger. Bon, première réaction, Maître Charny, c'est un gouvernement, sincèrement, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Je veux dire, une semaine, il y a quelques transfuges, on a fait un petit peu de chaise musicale. On revoit beaucoup de gens qui faisaient partie du gouvernement Chirac. C'est un gouvernement qui me paraît quand même bien à droite, tout ça. Oui, on peut dire qu'on refait un peu de neuf. Avec du vieux. Avec un peu de vieux. Ouais. Mais c'est une réorganisation qui... Temporaire attend, ou pas? Oui, je pense qu'il attend peut-être le résultat des prochaines législatives. Il y aura peut-être des réadaptations qui seront à faire. Yael Braun-Pivet, j'ai entendu tout à l'heure, c'était l'ancienne, peut-être jusqu'à présent, puisque le Parlement n'a pas encore été... réélue à nouveau. C'est la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, c'est une avocate et elle était normalement plutôt prévue sur la chancellerie en remplacement de notre confrère. Alors première réaction, justement, le fait que Dupond-Moretti soit maintenu à la justice, Maître Charny. Moi je pense que c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose parce qu'il a pas des affaires, carrure, les épaules. Il a des affaires. Il a des affaires qui sont essentiellement instrumentalisées par des magistrats avec lesquels il a pu être en contentieux, en délicatesse pendant le cours de ses fonctions. Moi je pense d'avocat. Que c'est une bonne chose. Et je mets bonne chose entre guillemets, Christophe, parce que comme il a engagé des réformes, le fait que ce soit lui qui les met en place, quitte à ce qu'il parte dans 1 an ou dans 2 ans, c'est une bonne chose. Parce qu'en France, on a toujours la mauvaise habitude que quand quelqu'un lance une réforme, il y a d'autres qui viennent pour la mettre en place. Et comme ils ne comprennent pas de la même manière ou ne veulent pas la faire de la même manière, donc une bonne intention peut se transformer. Peut-être qu'il faut la comprendre à ce titre. Et puis il est avocat, garde des Sceaux, avocat, c'est une bonne chose. Il connaît les rouages du système. Par contre, il connaît les professions judiciaires. Schiappa, elle n'y est plus. Elle va devenir animatrice, on m'a dit quelque part sur une chaîne de télé. Alors rien n'est fait pour le moment. Rien n'est fait pour le moment parce que c'est 8 dément pour l'instant. Elle aussi d'ailleurs. Mais effectivement, la rumeur est très insistante. Oui. Pourquoi pas sur une émission sur une émission testimoniale. Non, ça va aller, non. Ça va commencer aujourd'hui, je crois. Alors, c'est terrible, on est en train de remarquer. Alors, ce que j'ai. Al-Ghamami, il a décidé de ne pas laisser le micro aujourd'hui. Non, je termine juste avec la liste par ordre protocolaire, parce que tout à l'heure, on a donné la dépêche au fur et à mesure. On n'a pas la liste complète, on peut pas vraiment avoir une analyse plus objective. Elle est là, je vous la donne, chère Sofiane. Ministre de l'économie et de la souveraineté numérique, Bruno Le Maire. Oui. Ministre de la planification écologique territoriale, Amélie de Montchalin. Oui, on la connaît. Ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc c'est par ordre protocolaire. Affaires étrangères, Catherine Colonna. Éducation nationale, Pape Ndiaye. Budget, Gabriel Attal. Justice, Éric Dupond-Moretti. Agriculture, Marc Fesneau. Santé,
Brigitte. L'agriculture avant la santé, c'est quand même incroyable. Ah bah, je vous donne l'ordre protocolaire. La sécurité alimentaire. Oui, Affaires européennes, Clément Beaune. Culture, Rima Abdelmalek. Ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini. Armée, Sébastien Lecornu. Travail, Olivier Dussault. Solidarité, Damien Abad. Outre-mer, Yael Braun-Pivet. Porte-parole du gouvernement, Olivier Grégoire. Ministre au Parlement, Olivier Véran. Ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de l'Innovation, Sylvie Retailleau, à voir avec M. Retailleau ou pas. Ministre des Sports, Amélie Odia Castera. Ministre délégué du Commerce extérieur, Franck Rister. Ministre délégué chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, Isabelle Rome, j'ai failli dire Borne, je dis de la fille de l'autre, et ministre délégué en charge des collectivités territoriales, Christophe Béchu, vous avez la liste entière. Il y a un ministère qui manque là, hein. L'enseignement supérieur, il est où? Il l'a cité. On l'a cité, c'est pas plus tard. Okay. Très bien. Dans un instant, on file en Tunisie, les amis. À tout de suite. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct. On vient donc à l'instant, il y a quelques instants, on a vécu ça en direct. La nomination du nouveau gouvernement, est-ce qu'on appelle le gouvernement Borne ou le gouvernement Macron? Moi, je l'appellerais le gouvernement 1 de Macron 2. Ouais, Macron 2, ouais. Première réaction en vue du casting qui nous est proposé. Tiens, Maître Charny, au hasard, totalement au hasard. C'est ce qu'on vient de dire, toujours le hasard. Et le hasard fait toujours bien les choses. Et là, a priori, dans le cadre de cette nomination de cette nouvelle équipe, attendons de voir. Mais a priori, les compétences me paraissent être là. C'est incroyable comme vous ne mouillez jamais au centre. Ah non, mais on se mouille puisqu'on dit que les compétences ont l'air d'être là, mais on n'a pas encore vu le résultat du travail, puisque par définition, le gouvernement. Mais quel message il envoie à Macron avec ce nouveau gouvernement-là? Quel est le message? Équilibré, qui ratisse un peu à droite, un peu à gauche, un peu beaucoup même. Et puis qui essaye de parler finalement à tous les Français. Mais c'était stratégique que d'attendre vendredi, parce que bon, sincèrement, pour avoir ce casting-là, ça n'a pas été très très dur à convaincre. Moi j'aurais dit, on met en place une stratégie quand on vise un objectif. Quel intérêt avait le président à ce que le gouvernement soit énoncé aujourd'hui plutôt qu'hier ou mardi prochain? Je pense pas. Il n'y a pas de stratégie selon toi? Il y a eu une période de réflexion assez intense. Plusieurs noms ont circulé à différents postes. Un choix a été arrêté. Il y avait la rumeur royale ce matin. Hein. Il y avait la rumeur royale, effectivement. Il y avait d'autres rumeurs d'ailleurs. Ouais. Et puis on a ce qu'on a. Et je pense qu'on va attendre les élections législatives. En fonction des résultats, des enseignements vont être tirés et éventuellement des réadaptations. Ouais. Non, par définition, non, on n'est jamais sûr des résultats, vous le savez. D'accord, mais arrêtons de faire les hypocrites. On sait très bien que ça va passer pour Macron et c'est bon, quoi. Hein? Soyons pas hypocrites. Moi, j'aurais dit aujourd'hui, on est un Français moyen. Un Français moyen. Ouais. Soit on est plutôt d'accord avec ce que fait Macron, et puis on le légitime. Non, mais le système avec ne permet pas, de toute façon, qu'il perde. Soit on est contre, et à ce moment-là, effectivement, on vote soit pour le Front de gauche, soit pour le Rassemblement national. Mais oui, effectivement, face à un gouvernement qui est plutôt équilibré, aller vers les extrêmes, je ne suis pas sûr que les Français s'y précipiteront, même si Mélenchon a fait un très très bon score lors du premier tour des présidentielles. C'est un autre débat. Sofiane, première réaction de ce gouvernement Macron 2. Moi, Borne 1. J'ai pas d'avis personnel. Moi, je connais pas mal de personnes qui ont été citées. Moi, ce que je me pose comme question, quelle est la politique qui va être appliquée durant ce mandat. Ouais. Pour le moment, j'ai pas eu de débat malheureusement de fond qui m'explique comment alléger le pouvoir d'achat du citoyen, le positionnement géopolitique du pays. Malheureusement, on parle pas de ces sujets, on parle de personnes. On essaye de limiter le débat à tel ou tel, avec des rumeurs. On n'a pas parlé de fond, malheureusement, on a parlé compétent, pas compétent, pas Charny, hein, c'est juste pour... pas pour référence à mettre, mais au niveau des médias, malheureusement, j'ai pas eu de débat de fond. C'est normal, c'est pas le tempo. La déclaration de politique générale, elle va être faite prochainement par le Premier ministre. Même au niveau des élections présidentielles et tout, malheureusement, il y a pas mal de sujets très importants qui n'ont pas été abordés. Et là, on commence le mandat par une affaire de Burkini et on essaie de débattre de cela pendant une semaine ou deux et de repasser, malheureusement. Voilà, moi, je ne veux pas m'attarder sur les personnes. On n'a pas parlé du pouvoir d'achat, on n'a pas parlé des problèmes de fin de mois pour les Français. Surtout ceux qui ont été maintenus, ils ont été Burkini, effectivement. Malheureusement, voilà. Mais c'est quoi? C'est la politique des médias ou des politiques?
Ouais, des médias qui sont les complices des hommes politiques, l'incompétence de certains hommes politiques, on essaye de ne pas mettre en lumière et d'éviter de parler d'autres sujets. Moi, ce que je vois, j'ai posé la question de la santé parce que voilà, j'avais peur de la nomination d'un sénateur qui est vraiment radical, qui est complètement aligné au Big Pharma, etc., avec des déclarations et des trucs ahurissants. Heureusement qu'il n'a pas été nommé. Après, j'espère que le nouveau ministre, il réintégrera les 15 000 soignants qui ont été évincés à cause de ce pass sanitaire et tout. C'est très bien que tu en parles. Parce qu'aujourd'hui, il y a alors, on est en France, messieurs, dames. Non, mais c'est absolument scandaleux. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a plusieurs CHU, et pas des moindres, qui ferment leurs urgences la nuit parce qu'il n'y a plus de personnel. Mais bien sûr. On en est là aujourd'hui en France, Tarek Mami. À Orléans, à Bordeaux. Le débat, la question n'a même pas été posée. Est-ce que le nouveau ministre va réintégrer, surtout quand on parle du pass sanitaire, le pass vaccinal? Pendant la campagne, attention, on a quand même échangé sur ces questions de santé. Marine Le Pen, la seule qui s'est vraiment ce qui se passe, engagée à réintégrer. Ce ne sont pas des congédiements ou des licenciements ou des ruptures de contrat. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus suffisamment de candidats pour pouvoir assurer le bon fonctionnement des services d'urgence, notamment. C'est au niveau et surtout, du ces soignants, maître, vous le savez très bien, ces soignants, les concours ont été ouverts. Ces soignants ne reçoivent ni chômage, ni RSA, ni droit à information, absolument. C'est la suspension complètement du contrat. Mais ça, c'est quand on n'est pas vacciné, c'est un autre sujet. Non, on parle de ces gens-là, de ces personnes. On parle de 15 000 personnes, 15 000 soignants qui ont été évincés des hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas le pass vaccinal. Ces gens-là n'ont pas le droit au chômage. On a débat à ce sujet. Mais non, mais on ne peut pas leur donner... Alors, soit on considère qu'ils ont un comportement responsable et on les laisse travailler, soit on considère qu'ils ont... Pardon, tu peux pas dire ça parce qu'aujourd'hui... Non, mais je donne mon opinion sur les deux volets. Tu donnes ton opinion, certes, mais il y a la réalité des choses. Quand tu peux te comporter comme ça, quand tu as suffisamment de personnel, quand tu as un hôpital qui est au bord de la faillite, tu te comportes pas de la sorte. Et là, aujourd'hui, on laisse des gens qui sont susceptibles de contaminer d'autres patients qui sont en situation de fragilité. Là, aujourd'hui, tu as le résultat concret de cette politique avec plusieurs CHU et pas des moindres, dont les urgences chacun fait son choix personnel et chacun en assume ensuite la responsabilité. Mais la responsabilité, c'est qui la responsabilité? Les urgences de Bordeaux, par exemple. Quand un personnel soignant dit moi je me vaccine pas et qui prend le risque de contaminer des personnes qu'il soigne et qui sont forcément en situation de fragilité du fait de leur hospitalisation, je trouve que c'est pas forcément totalement responsable. Mais on voit, alors pardonnez-moi, on voit le chaos. C'est un débat qui est un peu... qu'il y a dans l'outre-mer. Là, pour le moment, par exemple, les urgences de Bordeaux. Le contraire ça a été à Bordeaux, à Bordeaux la nuit, il n'y a plus d'urgence la nuit. À Orléans aussi, CHU d'Orléans terminé. Il y a d'autres CHU aussi en France où il n'y a plus d'urgence. Les urgences, on est tous d'accord. Il y a un constat effroyable, effroyable dessus. il y a des personnes qui décèdent dans le service d'urgence. Voilà. Il faut accélérer le recrutement en élargissant les concours. Moi, mais il faut intégrer les gens, surtout, Maître Charny. Il faut intégrer les gens qui ont été suspendus, tout simplement. Aujourd'hui, ça y est, tu m'as posé la question, je vous ai enclenché sur un débat. Non, mais parce que moi, c'est dramatique. Moi, ça me pose un gros problème. Déjà qu'il y a un problème de médecins, y compris en Ile-de-France. Allez trouver un ophtalmo, vous. Allez trouver un dermatologue. Je vous défie d'en trouver un tout de suite. Tarek Mami, le message envoyé par Macron. Alors, c'est celui que j'ai laissé le temps à Sofiane pour rattraper le temps d'antenne que j'ai pris depuis tout à l'heure. Non, c'est pour ça que je me suis dit. On est compté Non, on est compté. Non, quand même pas. Oui, mais moi je me compte. C'est vrai. Parce que quand on me dit t'as pris truc, je laisse. Alors, parce que c'est aussi ça faire des débats à la radio comme ça. Temps de parole toujours. Voilà. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a la question quelle est la première lecture du gouvernement. Il y a la question des 17 000 salariés, soignants qui n'ont pas été, qui ont été virés. Ouais, tout simplement. Et il y a donc les conséquences. Alors je vous rappelle juste que pendant la campagne électorale, dans la dernière semaine du deuxième tour, Macron a dit dans une déclaration qu'il allait les réintégrer. Beaucoup ne l'ont pas entendu ou retenu. On va voir s'il va honorer cette promesse ou pas. Et donc, Maître Charny, il n'y a pas que Mme Le Pen qui dit qu'elle va les réintégrer. Ça, c'est pour les soignants. Deuxièmement, donc, on verra si ces soignants sont pris ou pas. Et effectivement, ces fermetures de CHU et surtout des urgences le soir, et la conséquence de cette politique, ça c'est clair, mais c'est surtout aussi la conséquence des fameux numerus clausus depuis 30 ans que le président sortant Macron avait enlevé, mais on n'aura pas de réponse positive avant 5 ans parce qu'il faudra former au moins une première génération. Quant à la première impression sur le gouvernement, je vais répondre par une boutade. Cette boutade, c'est on ne change pas une équipe qui gagne. Pour le président Macron... Vous pensez qu'elle a gagné l'équipe ? Non, mais
Pour le président Macron. Oui, d'accord. Les gens qui ont gagné dans cette bataille, c'est Dupont, donc il le garde au ministère donc, de la Justice, et c'est Darmanin qui a gagné, non pas par ce qu'il a fait ou par ses compétences, dans le deal qu'il a passé avec le président Sarkozy. Et donc, une lecture politique, c'est de voir pourquoi on a maintenu celui-là et pas les autres. Et donc, voilà la première lecture. Donc, on continue en se disant, on va mettre 3 personnes qui parlent écologie, transition, pour envoyer le message à gauche, même si les gens ne sont pas de gauche. Et on va mettre Madame Colonna à ce poste. Et la première lecture pour moi, c'est que le président Macron, aujourd'hui, a fait une présidentialisation accentuée et aggravé par rapport au premier mandat, alors que pendant le deuxième tour, il nous avait vendu aussi qu'il allait en quelque sorte lâcher du lest pour avoir donc un gouvernement de ministres. Et là, on se retrouve à vue d'œil, et c'est mon analyse, avec un gouvernement plutôt de collaborateurs que de ministres souverains. C'est un peu Sarkozy et Fillon, quoi, l'hyper-président et son collaborateur. C'est la 5e République. Bon, c'est ça. Voilà. Bon. Surtout à quelques mois des élections. On laisse jamais non, à 3 semaines. À 3 semaines des élections législatives. D'ailleurs, qui va gagner? Qui va gagner? Vous le savez. Ouais. Vous savez qui va gagner. Oui. Voilà. Alors, j'ai plus. Surtout que la coalition n'a pas été, été reconnue ainsi. C'est ça? Par Darmanin. NIPS ou un truc comme ça. C'est légal. Oui. J'ai plus la certitude qu'il va gagner les législatives que je n'avais de certitude qu'il allait gagner pour l'élection présidentielle. Parce que pour moi, il y avait une majorité absolue ou pas, Tariq Mamine? Oui, pas écrasante comme la dernière fois, mais je pense qu'il sera plutôt à 305, 310. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on en croit en tout cas les débats, si on entend un petit peu à droite, à gauche, si on regarde aussi les réseaux sociaux, les Français avaient l'air plutôt d'être méconttent de ce qui s'était passé pendant 5 ans. Ils ont réélu Macron. On est d'accord. Et ils vont réélire, donc ils vont donner la majorité. Alors, pour des raisons, Christophe. Moi, je comprends pas. À partir du moment où tu as un opposant comme Mélenchon qui appelle à voter Macron dans la seconde qui suit, tu peux pas avoir d'opposition en même temps. Tu as deux choses. Quelle opposition là? C'est de pacotille. Tu as deux choses. Les gens qui votent dans ce pays, ce sont les gens qui ont c'est de la politique. Non, qui ont plus de 55 ans. Les autres parlent, ne votent pas. Absolument. Or, cette classe d'âge vote Macron. Mais ça doit inquiéter. Mais ça doit inquiéter Macron aussi. Ça doit inquiéter Macron aussi, non? Non, mais ça n'inquiète pas puisqu'il vote pour lui. Et la deuxième chose, c'est que le mode du scrutin fait que celui qui a gagné le présidentiel, merci, bonjour, monsieur Jospin, gagne la majorité. Donc, oui, c'est pour ça que le scrutin proportionnel sur lequel il était envisagé de réfléchir n'a pas peut-être été mis en œuvre. Non, ça n'arrange pas le pouvoir. Mais en même temps, ça le morcelle. Voilà, et on n'a pas une ligne de conduite claire. Mais ça peut l'arranger, si on se retrouve à faire des coalitions comme en Allemagne, c'est un peu compliqué. Quand il sait qu'il ne peut pas avoir une majorité énorme socialiste, donc macroniste, il peut mettre un peu de proportionnel pour diviser les droites. Et puis, donc, j'ai vu depuis quelques jours que M. Zemmour se présente en définitive. Ah oui, à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Saint-Tropez. Le message est clair, il a été élu en majorité. Et Marion Maréchal va être aussi. Alors, elle a quitté la direction de son école de Sciences Po à Lyon pour être suppléante d'une candidate au Reconquête. Le responsable des jeunes de Reconquête. Voilà, c'est ça. Donc, c'est magnifique. D'ailleurs, dans le zapping, tout à l'heure, on écoutera un petit peu le niveau des candidats RN. C'est pas brillant. Ah, ben, c'est sur le service public. C'est quoi votre. C'est chaud, là. C'est quoi votre vision des services publics? Elle dit, excusez-moi, j'ai pas compris. J'ai pas préparé mon dossier. Et l'autre, la première, a dit, j'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez couper au montage? Oui, c'est ça. Voilà, on en est là, c'est le niveau du RN, effectivement. Jamel est avec nous. Salut, mon Jamel. Salut, mon Christophe. Bonjour à tous. Bonjour, mon Jamel. Comment va Pôle emploi? Ça va. Hein. Bon. Moi, j'ai bondi sur le téléphone quand j'ai entendu un petit peu les échanges sur les aides-soignants, parce que j'ai entendu, je pense que c'est Maître qui a dû dire ça. Il faudrait élargir les concours. En fait, le problème, c'est sur les aides-soignants, les infirmiers, c'est que les concours, c'est une chose, mais il y a l'accès aux concours, il y a le financement surtout. Les personnes qui sont assistants de vie, moi je sais, vu que je suis conseiller Pôle emploi, donc j'en vois énormément, et quand je dis énormément, des assistants de vie aux familles qui veulent une évolution, ce qui est tout à fait logique, une évolution de carrière, devenir aide-soignant. Le premier barrage qu'ils ont, c'est que on n'a pas forcément les financements. Et que même nous, au sein de Pôle emploi, on a eu des gens, moi je me suis retrouvé avec des gens qui étaient bien, qui avaient le bon profil, et d'un seul coup, ah bah non, on peut plus. C'est surtout ça, en fait. S'il y a tout un truc à voir dans le milieu de la santé en France,
on parle de réforme, mais en fait, c'est une refonte du système de santé qu'il faudrait, puisque c'est du grand n'importe quoi maintenant. Ouais. Vous êtes titulaire du DEAVS, c'est ça, diplôme d'état auxiliaire de la vie sociale. Les gens, en fait, les gens qui veulent le DEAS, le diplôme d'état d'aide-soignant, oui. Eux, lorsqu'ils sont assistants de vie aux familles assistants, tout simplement, ont la possibilité de passer ce diplôme-là, en interne, mais que par module, puisque dans leur formation initiale d'assistant, ils ont déjà une partie du parcours qui est validée. Donc ce qui est déjà quelque chose qui est bien pour eux. Et puis voilà, c'est dans la lancée, c'est dans la continuité. En interne, vous êtes en quelque sorte. Malheureusement, on a des bâtons dans les roues sur ces financements-là. Mais de la part de qui vous avez des bâtons dans les roues? Je comprends pas le sens de l'intervention. Les financements tombent d'où? On a des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Je vais prendre ce cas-là. Non, mais là, on parle des candidats en interne. Parce que là, on leur a dit, faites des formations. Les personnes qui veulent être aides-soignants, c'est la croix et la bannière pour accéder à ces diplômes-là. En termes de financement. Les concours sont ouverts à tout le monde. Et ensuite, en interne, vous pouvez passer des concours en interne. D'ailleurs, lorsque vous êtes déjà en place, la situation est plus favorable pour ceux qui passent des concours en interne que pour les concours qui sont ouverts à toute la population. Je vois pas où est la difficulté. Toute la population, oui et non. C'est pas ouvert à toute la population. Les deux. Oui, si c'est un concours interne, oui, c'est pas ouvert à toute la population. On est d'accord. Ouais. Bon, merci Jamel. En tout cas, on a bien compris. En tout cas, pour on va la faire simple pour ce qui est de ce problème de la santé. C'est la responsabilité n'est pas entière à Macron parce que ça fait 40 ans de politique désastreuse pour l'hôpital. Cependant, les décisions qu'il a eu à prendre, et notamment avec la suspension de ces 15 000 soignants, n'ont fait qu'accélérer. Et la fermeture de certains lits. Et pas des moindres, comme c'est des milliers de lits qui ont été fermés en pleine pandémie. Ça fait que accentuer la crise de l'hôpital. Alors ça aussi, normalement, c'est géré de manière administrative par les ARS et ça relève pas forcément d'une décision politique. Alors, on a aussi une auditrice qui souhaite nous appeler parce que vous savez, quand on parle des aides-soignants, etc., il y a beaucoup d'auditrices qui nous écoutent. Ça parle au champ. Oui. Elle est partie. Madame ? Non, je suis là, Christophe. Très bien. Bonjour madame. Votre prénom ? Radja. Khadija, vous nous appelez d'où? Ya Rabbi Sidi. Pour t'avoir, Christophe, c'est la croix et la bannière. Ça fait depuis 2 heures. Il fait exprès. Il met le téléphone occupé. Allô? Oui, on vous écoute, Khadija. Vous êtes en direct. Oh mon Dieu. Ah d'accord, ça y est, je suis en direct. Oui. Alors, tu vas m'engueuler parce que je suis hors sujet peut-être. Je voulais te demander un truc par rapport... j'étais super contente de l'entendre quand tu étais à Marseille, là, Léon l'Africain. C'est avec lui que je t'ai connu, moi. J'étais à chaque fois mort de rire. C'est quand qu'il revient? Parce que je me souviens, tu avais dit qu'il allait revenir. Moi, j'ai dit ça, moi. Oui, Inch'Allah, il reviendra. Quand tu étais à Marseille. Oui, certainement, un de ces quatre, il reviendra, oui. Ah, magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Ah, merci à la belle histoire aussi. Ah, je l'adore. Avec Karima, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, c'était une petite demande sympathique. Ah elle a terminé sa liste des courses. Voilà, c'est ça. C'est fini, les courses, c'est terminé. Alors on enchaîne tout de suite et on va partir un petit peu en Tunisie. On va laisser la France. Alors, moi, ça va occuper les journalistes pendant le week-end, là. Hein oui. La nouvelle édition du gouvernement, on va peut-être parler... Ça va occuper les amis de BFM, pardon. Ils sont très occupés avec l'Ukraine. Vous pensez qu'ils vont oublier l'Ukraine Oui, un petit peu, non 20 minutes. Ah, et puis, ils sont très focalisés sur les chassé naturel, il revient au triple galop. Ouais. Et puis, alors, avec leur prise de position, Mariupol, ce sont les héros qui ont perdu la guerre. C'est malheureux, la guerre. Et les morts civiles, on ne cessera pas de le dire. Mais c'est ceux qui ont perdu la guerre qui sont les héros de la guerre. Bon. Ouais. Alors partons Heureusement pour nous Français qu'on a gagné la première guerre mondiale et la deuxième, parce qu'on aurait été héros en perdant les deux guerres. Et si nous partions, on a été un peu héros en la perdant au départ. À la fin. Non mais à la fin. C'est pas de Berne ici, calmez-vous. Fort à l'amour. Ils n'étaient pas vainqueurs et pourtant ça a été. On part en Tunisie, Mr. Charlie, s'il vous plaît. Voilà. Votre honneur, objection. On part en Tunisie. Ça. Il est incroyable celui-là. La Tunisie, donc en ce moment la situation est très tendue. Des manifestations d'ailleurs qui ont pu être vues et dans un sens et dans l'autre. C'est ce que j'allais dire. Si vous me laissez terminer, vous auriez su que effectivement, il y a effectivement alors je me réfère à quelques presses. Pardon. Des centaines de personnes qui ont manifesté pour le soutien Kais Saied, des milliers contre lui. Alors ça c'est la version de celui qui est contre. C'est la version d'une certaine presse. Oui, bref, en tout cas, il y a un climat tendu en ce moment en Tunisie. Ils ont voulu même impliquer l'Algérie sur cette question-là. Ils ont la pauvreté qui s'est creusée davantage. Oui. Alors peut-être que la crise en Ukraine n'y est pas non plus étrangère. Oui.
Ceci étant, aujourd'hui, la question peut paraître comme légitime. Un printemps tunisien peut-il refleurir, Tarek Mami? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un printemps tunisien? Quand vous posez cette question, ça veut dire que vous supposez qu'en 2011, il y a eu un printemps tunisien. Donc un printemps un petit peu hiver, on va dire. Voilà. Ouais. Alors, il y aura peut-être un printemps-hiver. Le drame de la Tunisie d'aujourd'hui, Christophe, c'est que c'est un rapport de force entre les partis, c'est normal. Mais ce qui est extraordinaire à comprendre, et c'est très difficile à comprendre, si dimanche prochain, on faisait une élection présidentielle, le président Kais Saïd gagnerait au premier tour avec 70%. Donc c'est comme la France en fait, c'est comme l'histoire avec Macron. Un peu plus, parce que c'est 70. En France, on reste à 55, 56. Mais en Tunisie, c'est plutôt 70. Donc il y a un problème en fait de structuration. Pour être sérieux, pendant 3 minutes, on ne peut pas sortir d'un régime autoritaire comme l'était le régime de Ben Ali, avec un confort social, confort entre guillemets, pour une large partie de la population, et une répression de toutes les oppositions, principalement islamistes, et une partie de l'opposition de gauche, se retrouver dans une situation de liberté d'expression totale, sans production, et avec une dilapidation de l'argent que Ben Ali a laissé et de tous les crédits qui ont été offerts de la Tunisie, et s'étonner qu'aujourd'hui qu'on se trouve dans cette situation. Et remarque ultime que j'ai dénoncée en 2014 et pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir dans un pays qui rentre dans une phase démocratique et partager, couper le pouvoir en 3 présidents et faire de manière à ce que tant que les 3 présidents ne sont pas d'accord sur tout, vous ne pouvez pas avancer. Et vous y rajoutez la cerise sur le gâteau, le sel sur le couscous, c'est qu'on devait, avant le 31 décembre 2015, avoir un conseil constitutionnel élu par le Parlement pour équilibrer les 3 pouvoirs. Et Nahda, qui était au pouvoir jusqu'à 2019, a tout fait pour qu'il n'y ait pas ce conseil constitutionnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Kais Saïd, le président actuel, le 25 juillet de l'année dernière, vient donc prendre toutes ces décisions dites exceptionnelles, il n'y a pas de recours. Et dans un pays où il n'y a pas de recours, c'est forcément un régime pour le moins autoritaire. C'est un constitutionnaliste, Kais Saïd. Oui, mais quand il n'y a pas de contre-pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Le problème, c'est que c'est autoritaire, c'est arbitraire. Et l'arbitraire... Ça a été demandé par la population. Mais c'est ça ce que je veux dire. En vérité, il a été élu pour ce programme. Moi, quand je vois au niveau de l'État, cher Tarek, c'est-à-dire l'État tunisien, depuis la période de transition, je me permets de donner un avis, parce qu'en tant qu'Algérien, voyons les choses de loin. Là, vous êtes chroniqueur sur France Maghreb 2. Voilà. Votre Algérienité, connaissant le sujet un peu tunisien, c'est que malheureusement, depuis la transition, on a vu un délitement des institutions de l'État. Oui, et c'était voulu, c'était fait exprès. Et on a voulu bipolariser la situation à l'intérieur de la Tunisie entre un camp dit islamique dépendant du Qatar et de la Turquie avec El Ranouchi à sa tête, et vous avez le camp laïque avec Ebel Moussi et le camp des Émiratis et du camp de la France ou de la laïcité des laïcars. Et aujourd'hui, nous avons un courant patriote, un courant de Kais Saïd qui veut remettre de l'ordre dans l'État, remettre les institutions de l'État tunisien, sauf que malheureusement, avec la crise économique, la crise politique, la crise régionale qu'il y a, ça n'arrange pas la situation. Et le Covid qui a rajouté 2 ans. Et le Covid, l'économie tunisienne à l'arrêt, le déficit budgétaire, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais les marges de manœuvre du président sont très limites. Et du coup, vous avez les ennemis de la Tunisie de l'intérieur qui veulent mettre la Tunisie sous dépendance, que ce soit l'étendard des pays du Golfe ou ce soit l'étendard des pays occidentaux. Ces gens-là, ils soufflent sur les braises. J'ai vu tout récemment, par exemple, il y a eu une polémique, c'est pour ça que je me suis intéressé, où on disait que l'Algérie a lâché la Tunisie, l'Algérie refuse d'exporter le gaz, etc. à la Tunisie. La Tunisie, voilà, la Tunisie, elle a ouvert la frontière. Elle a ouvert la frontière. Là, il y a pour les marchandises aujourd'hui. Le problème du gaz, il a été expliqué par certains intellectuels tunisiens disant que ça n'avait rien à voir avec le contrat. Le contrat qui était signé, il était vraiment respecté par les autorités algériennes. Sauf qu'on a fait une demande d'un supplémentaire et que l'Algérie est en train d'étudier. Et là, j'ai vu le prix, elle était à 60% moins chère à la Tunisie. Mais l'Algérie, elle apportera le soutien nécessaire à la Tunisie. Elle a toujours fait, oui. Voilà, mais ça va de sa stabilité. En même temps, ça va de l'histoire commune entre les 2 pays. Et on sait pertinemment que la Tunisie est en train de passer une période difficile. Espérons qu'elle s'en sortira sans les troubles que certains ennemis souhaitent provoquer de manière directe ou indirecte, et surtout avec la crise alimentaire que certains soufflent sur les braises. Je rappelle qu'il y a 2 dates qui sont fixées.
en Tunisie. La première date certaine, c'est le 25 juillet, il y aura un référendum sur une proposition du président de la République. Mais dont nous n'avons toujours pas le texte, a priori. Hier, le décret a été publié hier pour la convocation. Et donc, le texte va être publié. Et la deuxième, c'est avant fin décembre, une élection législative. Et on rentrera peut-être dans la discussion du taux de pourcentage de participation pour le référendum et pour l'élection, pour dire légitimité ou pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis étonné, sans commenter le mot étonné, que les Tunisiens aujourd'hui sont encore à 70% à soutenir les décisions de Kais Saïed. C'est peut-être là qu'est la surprise et que les opposants de Kais Saïed refusent de prendre cette donnée à partir du moment où quelqu'un qui se présenterait gagnerait les élections. Peut-être qu'il y a une autre façon de faire de la politique. On y revient dans un instant, on continue d'aborder ce sujet parce que moi ce que j'aimerais qu'on évoque quand même c'est cette pauvreté qui s'est davantage manifestée en Tunisie au vu et peut-être en répercussion de la crise en Ukraine. Et on peut dire que cette région du monde, le Maghreb, est fortement impactée par cette crise en Ukraine, par le céréal, par tout ce qui est le blé, etc. Ça pose d'énormes problèmes. Vous avez, Christophe, par exemple, en 2019, avant le Covid, il y a eu pratiquement 500 000 Russes touristes qui sont venus en Tunisie. Ouais. Cette année, il est clair qu'il n'y aura pas 500 000. Si on a 20 000 ou 30 000 qui vont passer par d'autres circuits, ça serait extraordinaire. Et donc, c'est une chute globale. La question de l'Algérie, aujourd'hui, le gouvernement algérien a décidé d'ouvrir les frontières. Dans le texte, pour les marchandises, c'est qui présage de l'ouverture des frontières terrestres pour tous, Elles étaient fermées les frontières ? Oui, depuis le Covid. D'accord. Parce qu'en Tunisie, on a vu vraiment beaucoup de cas en début d'été l'année dernière. C'était pas la même période qu'ici en France. Non, mais c'était exclusivement sanitaire, etc. Et avec l'accord de deux pays. Donc c'était pas une espèce de... compris. Mais il y avait aussi un petit sous-entendu politique lié à la question du Sahara occidental. Non, sur ce côté-là, la Tunisie s'est toujours mis comme... Merzougui, oui, elle avait un problème. Elle s'est mise un pas de côté pour ne pas... Surtout, il y a eu tout récemment... Et puis, la Tunisie a voté quand même les décisions en faveur du droit international, entre guillemets. A tout de suite, ne bougez pas. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et en direct dans cette émission de référence avec Tarek Mami, avec Maître Charny, Sofiane Lakhdari qui sont avec nous aujourd'hui. On parle de la Tunisie. Comment faire face, Tarek Mami, à essayer que les Tunisiens puissent de nouveau manger correctement? J'allais dire qu'à une certaine époque, les Tunisiens mangeaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, il faudrait... Il y a qu'à... Donc, je dis ça pour me moquer de moi-même, si vous voulez. Il y a 3 choses qui ne marchent pas aujourd'hui en Tunisie. La première chose, c'est le délitement des institutions où plus personne ne sait qui doit faire quoi et qui a le droit de faire ou de ne pas faire. Donc tout le monde est président de la République, tout le monde est ministre, tout le monde est critique. Deuxième chose, on a une presse en Tunisie qui est devenue, je m'excuse de le dire pour mes confrères qui j'allais dire qu'ils ne le méritent pas, est devenue une presse de caniveau. Et quand je dis de presse de caniveau, c'est-à-dire que vous trouvez dans la presse écrite tous les matins ce qui a été écrit la veille dans les Facebook des personnes physiques. Est-ce que c'est le rôle de la presse de devenir le relais de Facebook et des humeurs et des uns et des autres? Et la troisième chose, la Tunisie vit une crise économique profonde, et il faudrait travailler sur cette crise. Et cette crise vient notamment du fait, les chiffres sont ahurissants, c'est que vous aviez en gros 400 000 fonctionnaires de l'État en 2011 lors du départ ou de la fuite du président Ben Ali, et aujourd'hui vous en avez pratiquement 850, et donc chaque fois qu'il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer des gens dans le service public, alors que le service public n'a pas les moyens de payer ses salaires. Et en Tunisie, moi, j'ai vu dernièrement donc des Tunisiens sur place, il n'y a aucune, stratégie pour aider à la création des petites et moyennes entreprises, et pour inciter tous ces jeunes diplômés à créer leur propre emploi. Et le drame des Tunisiens aujourd'hui, je le dis à beaucoup de gens dans des cafés, dans des endroits ou de rencontres, c'est que celui qui sort de la fac avec un diplôme, il s'attend à ce que le lendemain,
la République ou l'État l'appelle pour lui dire on va t'embaucher dans tel endroit. Et donc il n'y a pas cette démarche. Le diplôme, ça sert à être utilisé pour créer son emploi ou pour être dans la fonction publique. Et donc voilà les trois. La délitement des institutions, la non-productivité. Moi, je suis furieux tous les ans et je le dis à qui de droit chaque fois que je rencontre un ministre. La Tunisie, c'est un pays qui a tué en gros 3 mois de travail par an. Vous avez ce qu'on appelle la séance unique, donc 8h du matin à midi, pendant le mois de Ramadan. Alors qu'ici, nous, on travaille toute la journée, on fait le Ramadan, on n'a pas de problème. Surtout quand on commence à être en avril et tout ça, c'est pas le mois d'août. Mais il commence plus tôt. Ils commencent rien du tout. Ils font 4 heures. En théorie, ils font 5 heures. Non, mais ils font combien? Ils commencent à 7 heures 6 heures, 13 heures, normalement. 6 heures du matin? Oui, 6 heures, 13 heures. Ah, bah, vous rêvez, mon ami. Ouais. C'est 8h15. C'est ce qu'on m'a donné. Non, mais je vous donne. Du sens unique. Dans les écoles, ils commencent très tard. Ils commencent vers 9h. Non, les écoles, c'est 8h30. L'administration est censée connaître 8h15. Mais dans les écoles, il n'y a pas de sens unique. Non, il n'y a pas de sens unique. Et la deuxième chose, c'est que vous avez, en gros, pendant 2 mois d'été, séance unique parce qu'il fait trop chaud. La science unique a été créée par les Français dans les années 1930 parce qu'il n'y avait pas les clims comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les moyens que nous avons. Et 70 ans après l'indépendance de la Tunisie, on continue la science unique. Et aucun Premier ministre, et c'est ça le drame de la Tunisie, ne peut prendre cette décision pour dire faut dire à partir de 23. Faut dire à partir de 24. C'est plus profond, moi je pense, Tarek. C'est la crise que vit la Tunisie, non, risque mais c'est de entre vivre. Autres. Bien sûr. C'est l'Algérie qui avait comme jour férié le jeudi et le vendredi. Donc elle était coupée de la bourse mondiale pendant 4 jours. Puisque jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc la banque algérienne travaillait lundi, mardi, mercredi. Bon, donc ce sont des logiques politiques et idéologiques qui nous amènent à ça. Sofiane, tu disais... Non, je dis que vie la Tunisie, malheureusement, risque de se généraliser sur pas mal de pays, surtout avec le conflit ukrainien qui vient après la crise du Covid, les économies qui sont fragilisées. Oui. Là, vous avez la crise de la faim. On a vu, par exemple, au Sri Lanka, où ils n'ont même pas de gasoil et même pas d'essence. Je crois qu'ils ont tué leur Premier ministre. Voilà, ils ont encerclé la maison, etc. Mais c'est des événements terribles qui se déroulent. On a vu, par exemple, le Liban, défaut de paiement. Beaucoup de pays risquent de se diriger vers ce scénario, malheureusement. Et le monde dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui, malheur aux petits, malheur aux faibles. Et le chantage américain vis-à-vis de la Tunisie, c'est clair. Il y a récemment en disant si vous ne stoppez pas ce système autoritaire, on pourrait vous couper des aides internationales du FMI et de compagnie. C'est ça, quand tu as une économie fragile, tu as des ingérences étrangères. Et dans ces ingérences étrangères, c'est pour te vassaliser encore plus et te soumettre encore plus. C'est malheureux de le dire. Mais aujourd'hui, la Tunisie, elle peut compter... Et la France, qui est quand même assez proche en général de la Tunisie. C'est de faire des concessions politiques. Elle l'aide pas vraiment là. Elle était prête à l'aider sur la manière dont pour mater la population, mais pour venir en aide, il n'y a plus personne là. La France, elle n'est pas là. Ouais. Oh, il y a des aides qui sont dispensées par la France directement et également dans le cadre du dispositif de l'Union européenne. Moi je voulais revenir. Oui, j'ai parcouru très rapidement une interview qui avait été donnée très récemment par Kamel Gendoubi. Kamel Gendoubi, c'était le premier président de l'instance supérieure indépendante pour les élections qui a encadré les premières élections libres après la révolution de 2011. Et lui, en réalité, il pose les choses de manière malheureusement ou heureusement très limpide. Il dit aujourd'hui, la grande majorité de la population tunisienne regrette l'ère Ben Ali. Parce que c'est vrai que si on avait moins de liberté sur le terrain politique, eh bien on avait le principal droit de l'homme qui était évoqué à l'époque par le président Ben Ali, c'est de pouvoir manger et vivre correctement sur le terrain économique. C'était la phrase de Chirac lors de sa visite en Tunisie. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que, c'est l'économie qui tient le politique. À partir du moment où les choses reviendront sur les rails, sur le terrain économique, les gens, ils se poseront peut-être plus la question de savoir quelle sensibilité on doit avoir au Parlement. Là, on a un référendum qui doit être mis en place, si je comprends bien, à la fin du mois de juillet. Le 25. Le 25 juillet. C'est-à-dire la date anniversaire de la République tunisienne. Tout à fait. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est les gens, forcément, ils vont valider le président sortant parce que c'est celui qui leur donne aujourd'hui le plus d'espoir par rapport à une relancée sur le terrain économique en leur tenant un discours très simple, c'est que jusqu'à présent, ça va
pas bien parce qu'on vous a dépouillé, l'argent a été détourné, on va le remettre dans l'économie tunisienne et ça va redécoller. Et les gens, ils y croient. Et donc, je pense qu'ils y croiront jusqu'à ce qu'il y ait une réussite ou à la fin, éventuellement un échec. Mais parce qu'ils n'y croient plus aussi aux partis politiques qui ont dirigé le pays pendant 10 ans et qui l'ont mené là où ils l'ont mené. On est d'accord. Kais Saïed, c'est presque le dernier espoir pour certains Tunisiens. Tout à fait. Parce qu'ils ont perdu espoir. Il a espoir. cette image d'austérité, et en tout cas de rigueur sur le terrain budgétaire. J'ai une question à poser à Tarek Mami. Les élections présidentielles en Tunisie, on s'en souvient du casting évidemment proposé. Kais Saïed a eu ces mots en arrivant en disant à propos de la Palestine, il a été très clair. Vous pouvez me l'envoyer. Est-ce que Tarek, s'il y avait eu un autre président, je veux dire par exemple Karoui, etc., la Tunisie, beaucoup le disaient, et surtout du côté marocain, la Tunisie aurait pu normaliser ses relations avec Israël. Christophe, est-ce que vous construisez votre politique intérieure économique sur Israël ? Non, mais je vous pose la question. Non, mais moi, je vous pose la question. Ouais. Donc, est-ce que la Tunisie aurait pu ou pas normaliser ? Non, mais ça n'aurait rien changé. Parce que ça aurait un autre président. Il aurait normalisé Abraham. Est-ce que ça aurait changé la situation de l'économie tunisienne ? Non. Et vous auriez encore un nouveau sujet de contestation de la population tunisienne, puisque aujourd'hui en Tunisie, vous avez quelques partis politiques qui demandent une loi de criminalisation de la normalisation. D'ailleurs, tout comme en Algérie, je crois. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est lui qui ne veut pas regarder les vrais problèmes d'un pays, le regarde à l'ornière de la Palestine et d'Israël. C'est-à-dire, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie sont des pays souverains qui doivent prendre leurs décisions sur tous les sujets comme ils veulent, mais ils ne doivent pas, à mon sens, lier leur propre développement, leur propre souveraineté, leur propre économie à ce que si on fait l'accord, je vais être peut-être méchant un peu, est-ce que la normalisation entre le Maroc et entre Israël a donné un plus économique aujourd'hui au Maroc au bout de 2 ans ? A priori, oui. Je vous laisse votre réponse. Hein. A priori, oui. Alors, c'est vrai qu'on vit dans un monde... Au niveau des aides et tout, le Maroc arrive à voir. C'est pour ça que j'allais rebondir sur ce que disait Tarek. Ça a un sens parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'impérialisme qui utilise ces instruments, c'est-à-dire le FMI, l'OMC, etc., ces agences de notation, les Standard & Poor's, etc., qui permettent d'avoir des crédits à taux faibles, etc. Aujourd'hui, le Maroc, grâce à cette normalisation, il a eu pas mal d'aides, pas mal de crédits que la Tunisie a du mal à en avoir. Et surtout avec les taux, parce qu'on vit dans un monde qui est interconnecté, on est dépendant, effectivement. Et le poids d'Israël au niveau de l'économie, de l'investissement. Je peux juste terminer. Mais vas-y, je t'en prie. Vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, je disais, on vit effectivement dans un monde qui est interconnecté, on a des dépendances économiques vis-à-vis de nos différents partenaires, et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus on donne de signaux d'ouverture, et plus on a des retombées, ne serait-ce que sur le terrain du tourisme. Alors, une question pour vous deux. Est-ce que quand un pays vit grâce à des aides, parce que politiquement il a pris, ça s'appelle une économie dans ce pays ? C'est pas des aides, mais lorsque vous êtes ouvert, vous avez plus de tourisme, vous avez plus d'investisseurs qui s'installent chez vous, donc vous avez le marché qui repart, vous créez des emplois. À partir du moment où vous créez des emplois, vous exportez plus, vous produisez plus. Et on a vu tout ça depuis la normalisation au Maroc, là, en 1 an et demi ? Le Maroc aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres ? Le Maroc aujourd'hui, il est dans tout le monde dit que le Maroc aujourd'hui est dans une situation économique qui est beaucoup plus avantageuse que celle de ses deux voisins. Celle de son voisin tunisien, non, pas le voisin algérien, ça n'a rien à voir. L'excédent budgétaire de c'est l'Algérien patriote qui parle. Non, les chiffres qui parlent. Attends, tu vas pas me comparer. Que l'Algérie, c'est pas florissant. Tu vas pas comparer un pays qui a un déficit budgétaire de 20 milliards, qui est le Maroc, avec l'Algérie qui a un excédent de 42 milliards. Tu peux pas comparer l'incomparable. L'Algérie aujourd'hui, c'est un pays qui dépend du gaz et du pétrole. Ils sont au plus haut niveau. Tu vas pas comparer avec le Maroc qui vit une sécheresse de 70%. Mais la population, est-ce qu'elle en profite réellement ? Non, ça c'est autre chose. Tu parles de chiffres. La situation économique du Maroc n'a rien à voir avec la situation économique de l'Algérie. C'est inconcevable de dire quelque chose pareille. Vous répondez carrément à la question de Tarek Mami, ça n'a rien apporté au Maroc que d'avoir normalisé ses relations. Non, ça a apporté de l'argent frais, dont le résultat n'est pas encore visible aujourd'hui. Est-ce que le sera dans 1 an ou 2 ? Par rapport à la population, moi, ce qui m'intéresse, c'est que du temps de Ben Ali, qu'on peut critiquer du matin au soir, le kilo de viande en Tunisie coûtait moins de 10 dinars, et aujourd'hui, il en coûte 30 dinars. Et moi, l'exemple qui m'a toujours... il y a une crise en Ukraine quand même, il n'y a pas... Non, avant l'Ukraine. Avant l'Ukraine. Ok. Et vous aviez du temps de Ben Ali, qu'on peut encore critiquer, et encore plus, le kilo de banane sur la brouette dans la rue coûtait 1 dinar. Aujourd'hui, il est à 8 dinars, pour le même salaire.
La seule chose qui a augmenté un petit peu, c'est le SMIC tunisien qui tourne aujourd'hui de fait autour de 600 dinars. Mais quand vous voyez le prix du marché, les prix du marché, ils sont aussi chers qu'en France. Donc, il y a une dégradation des niveaux. Vous avez un indicateur simple, clair. En 2011, vous donniez, j'allais dire, 1 euro, ça vous fait 1 dinar 800, Christophe. Aujourd'hui, 1 euro vous donne 3 dinars 200. En 11 ans, le dinar a perdu 50% il a de sa valeur. dévalué, C'est tout. Il n'a pas été dévalué, il a perdu sa valeur. Et donc, la chose que vous achetiez en 2011 pour 100 euros, maintenant vous les achetez en gros à 310 euros. Alors, moi, je suis en train de regarder. Oui, qu'est-ce que tu regardes, Maître ? Voilà, le classement des 10 pays d'Afrique qui sont le plus dans la réussite. Et c'est vrai qu'on a le Maroc. Alors, le numéro 1, c'est une enquête qui a été faite par un institut d'études. Numéro 1, Nigeria. Numéro 2, Afrique du Sud. Numéro 3, Égypte, Algérie. Ça, c'est le PIB. Et Maroc. Ça, c'est le PIB. Voilà, effectivement. Moi, je parle de la situation. Tu parles d'un pays. Le PIB, il vient. L'Algérie a aussi un déficit. Non, il n'y a pas de déficit. Commercial. Cette année, c'est 1,5 milliard de budget excédentaire. C'est la première fois, et même le président de la République l'a annoncé même en Turquie tout récemment. Ça n'a rien à voir. Un déficit, le Maroc, il est à 20 milliards de déficit. Alors moi je lis, 21 décembre 2021, le déficit de la balance commerciale est passé de 10 milliards à 1,5 milliard. C'est ce que je suis en train de dire. Non, 1,5 milliard de plus. Ce qu'a dit le président de la République hier, excédentaire. Non, on est excédentaire cette année, c'est pour la première fois. Et les chiffres de l'OMC et du FMI ont été contredits. C'est ce que dit le tableau. Oui, mais il y a eu un rapport. Et on dit la dette publique, elle est de 66%. Il y a un rapport de l'OMC. On ne mélange pas beaucoup de chiffres. Non, mais même l'OMC a fait un rapport noirissime sur l'économie. On est d'accord. Toi, tu as parlé que la situation économique du Maroc, elle est mieux que dans les 2 autres pays frontaliers. Je t'ai dit non, les chiffres sont complètement à l'opposé de ce que tu es en train de dire. Point barre. Dans un instant, le zapping et le quiz sur France Maghreb 2, sans oublier la belle histoire qui vous écoute et vous supporte. Et fera sa chronique, évidemment, de fin d'émission dans un instant. Ne bougez pas, à tout de suite. Le grand forum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Maître Charny, Sofiane Nakdari et le zapping avec le petit jingle magnifique. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Comment ça ose tout? C'est pas ça qu'on les reconnaît. Un petit zapping raccourci, parce que voilà, on a pris un peu plus de temps que prévu, pour parler de cet extrait que je vous propose d'écouter et de commenter rapidement. Le résultat est une absence de frein et de contrepoids en Russie. Et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak. Je veux dire de l'Ukraine. Le lapsus. Eh oui, de l'Irak. Et non, de l'Ukraine. George Bush, évidemment. George W. Bush. Encore une fois, la duplicité du monde occidental. Alors on rigole, on ricane après quand il parlait de l'Irak, sauf que pour l'Ukraine, on veut juger Poutine déjà avant même certains crimes qui vont être... alors que les 2 stratégies complètement différentes. Une stratégie militaire américaine, bombardement massif, et alors que la stratégie russe, c'est une implication directe terrestre. Il essaye de faire le moins de victimes possible. Il y a toujours des victimes, bien sûr, mais 2 stratégies complètement différentes. Mais malheureusement... Bush et Tony Blair sont en train de nous donner des conférences, alors que d'autres, maintenant, on essaie de les... C'est vrai, hein, Bush, il porte une responsabilité énorme. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Hein. Mais il faut quand même reconnaître que sur le plan humain, si, là, en disant l'Irak aussi. Non, mais quelque part, non, bon, moi, c'est comme ça. Il s'est trompé. Il s'est trompé, il a ajouté l'Irak. Il a ajouté l'Irak aussi. Non, il a dit non plutôt, ça veut dire je m'excuse, je me suis trompé. Ouais, il a ajouté le retraçage que j'ai vu. L'Ukraine, il a dit l'Irak aussi. Non, il n'y a pas l'Irak aussi. C'est pas grave. C'est ce que j'ai lu. Non, il n'y a pas l'Irak aussi. C'est au lieu de dire l'Ukraine. Il a dit l'Irak aussi. Non, il n'a pas dit. Il a dit l'Irak et après il a dit l'Ukraine. Et ensuite il a souri et il a dit l'Irak aussi. Non.
on réécoutera, mais en tout cas, c'est vrai moi, il me semblait qu'il avait dit l'Irak aussi, ça avait suscité d'ailleurs des amusements, des ricanements dans la salle, mais il n'est pas totalement dépourvu d'un certain sens de l'humour. Moi, je m'en souviens quand il a été en Égypte. Quand il y a 500 000 personnes mortes. Quand il a été en Égypte. Quand il y a 500 000 personnes, l'humour ne passe pas. Alors, quand il a été en Égypte, effectivement, il était haï par la population arabe notamment. Et puis, il y a un journaliste, je crois qu'il avait comme prénom Montasser quelque chose, qui lui avait balancé sa godasse. C'est en Irak. Ouais. Et c'était un journaliste égyptien ? Non, irakien. Bon, et il a passé 2 ans en prison. Il a passé. C'était moins drôle pour lui. Et aujourd'hui, mais Bush, je me souviens de sa réplique. Il avait dit j'ai même eu le temps de voir la taille de la pointure. Et aujourd'hui, ce journaliste vit aux États-Unis. Ouais, il a été autorisé à aller s'installer aux États-Unis. Comme quoi, il fait preuve d'humour. Ouais, super l'humour de Bush. 500 000 morts. Et des enfants, beaucoup d'enfants. Côté candidat RN, on peut pas dire que ce soit vraiment des gens très marqués politiquement. Enfin, ils n'ont pas très l'habitude de parler autre chose que d'immigration. Preuve. Intervenir là-dessus, Madame Guérin. Simplement que le jeu de la dédiabolisation du Rassemblement national ne dupe personne. Donc on peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême. À partir du moment où on appartient à un parti extrémiste, ça restera un extrémisme. Photo de ma femme, merci. Je crois que la vie privée doit rester dans le cadre privé. On est dans un débat politique, monsieur. Alors je vous explique, le candidat en question, donc la dame lui dit voilà, en extrême droite, etc. Et le candidat sort la photo de sa femme, qui est une femme noire, en disant non, je ne suis pas raciste parce que ma femme est noire. Ça rappelle étrangement Nadine Morano, j'ai une amie noire. Voilà. Ça me rappelle surtout Coluche. Hein. Non, c'est pas Coluche, c'est son copain, comment il s'appelle ? C'est Thierry Leluron. Je suis pas raciste, mon chien est noir. Ouais. Alors non, Coluche lui avait dit le racisme, c'est la chose la plus effroyable qui soit. C'est comme les noirs, ça devrait pas exister. Donc voilà. Et on a aussi le type de candidat. Désolé, je suis nul comme les autres. En économisant sur des. Sur quoi justement ? L'immigration. C'est-à-dire ? Florian Chaud ? J'ai pas préparé, je suis désolé. Waouh, c'est chaud, hein. C'est la deuxième du Front National. Ouais, c'est la deuxième. Parce que la première, elle a dit est-ce que vous pouvez répéter la question ? Le journaliste répète dit je n'ai pas compris votre question. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper ça au montage ? Sauf qu'elle était en direct. Ah oui, sauf qu'elle était en direct. Voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil pour les candidats RN. Allez, tout de suite. Moi je pense surtout aux électeurs, malheureusement, pour le choix qu'il leur est présenté. C'est chaud quand même. Quand vous avez un deuxième parti comme le Front National qui n'arrive pas à te ramener des candidats avec de certains minimums de connaissances, c'est terrible. En dehors de l'immigration, il n'y a pas grand-chose. Dans un instant, le quiz et la belle histoire. Est-ce qu'on connaît le titre de ta chronique ou pas encore ? Eh bien, je vous ai écouté avec grande attention. J'imagine. Et oh là là, c'est très dur. Parce que en même temps, j'ai vu la nomination au gouvernement et tout ça. Très très difficile. Ça va s'appeler la Grande Parade. La Grande Parade, dans un instant, et qui interviendra après le grand quiz. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, avec Tarek Mami, avec Sofiane Agdari et Maître Charny. Et ça débat même en antenne. Et c'est parti pour le quiz, messieurs. Le quiz. On y va avec la première question, avant de retrouver dans un instant la belle histoire. Quel président états-unien a foulé pour la première fois le sol de l'URSS en 1972 ? Nixon. Richard Nixon. Bonne réponse. Soit Nixon, soit oui, Nixon. Nixon. 71, il a bloqué avec le pétrodollar et 72. Bonne réponse. Selon Transparency International, j'espère que je prononce bien, il est estimé, lorsqu'il était au pouvoir, le président Moubarak aurait volé combien de milliards ? 100. Lui, c'est entre. Je pense. Attends. Alors, ce qui a été estimé par la presse égyptienne, c'est 60-70 milliards. Alors, la réponse, c'est 70 milliards. Voilà, c'est ce qui est relevé par Transparency International. Mais le chiffre effectivement. Qui a circulé, c'est 100. Oui. Non. Moi, je pose bien ma question par rapport à ce qu'a dit Transparency International. Je cherche une première dame des États-Unis qui nous a quittés en 1994. Nancy Reagan ?
La femme de Reagan. Ce n'est pas Reagan. Attends. À 5h12. C'est la femme de Kennedy. Oui. Ah, ouais, oui, Jackie Kennedy. Jackie, ouais. Absolument, monsieur Charny. Bravo. Quel ministre pourrait devenir animatrice sur C8? Chiappa. Oui. Là, vous êtes tous là. Allez là. Chiappa, il n'y a pas de problème. À force que vous le répétiez toute la semaine, Christophe. Ah bah non, j'en ai pas parlé. Ah bah si. Arrêtez. 2 fois, je vous ai entendu, donc j'ai retenu ça. Marlène. On pourrait l'inviter, non? Oui, bah viens, quand t'as vu, Marlène. Hein, Surtout Marlène. pour parler d'Idrissa Gueye. Oui. Gana Gueye. Ah oui. Le joueur ça, du PSG. Oui, absolument. Je cherche un ancien footballeur professionnel camerounais, né en 1952. Mila, Roger. Roger Mila. Bonne réponse. Il est pote de l'Algérie, lui aussi. Hein. Ah il oui a fait des déclarations hostiles oui. au pays du Maghreb. Oui, effectivement. Pourri. Oui, pourri. Et ça n'a pas fait le bruit qu'a fait les propos de Belmadi qui ont été détournés de leur Tarek Mami avait d'ailleurs fustigé Roger Mila, je me rappelle. Ah ouais, des propos ahurissants. Sur les les pays du Maghreb. Maghreb. Ils nous considèrent même pas comme africains, etc. Ouais, c'est des trucs. En fait, moi aussi, avec sa danse et tout. En fait, il visait l'Égypte et le Maroc. Mais comme beaucoup de gens, les gens confondent Maghreb, Arabes, musulmans, et c'était plus facile de dire les Maghrébins que de dire telle et telle fédération. D'accord. C'était au moment où on voulait Question suivante. Qu'est-ce qui reprend après 2 ans d'interruption à Djerba? La Griba. Oui, absolument. J'ai vu les scènes. Ouais. Ah oui. Et la dernière question, la voici. La Chine va réaliser un complexe pétrochimique dans quel pays du Maghreb? En Algérie. En Algérie. Bien sûr. Bonne réponse. Ils investissent en Algérie. On a 7 Mais milliards il a gagné pour le le quiz, notre Sofiane. Ah ouais, si tu pars fini avec l'Algérie, c'est clair. Je suis à égalité. Toi, t'as égalité de rien du tout. Il est fou, lui. C'est pas grave, on lui donne la victoire. Non, c'est Pierre-Henri qui a gagné. Oui, bah Pierre-Henri. Tiens, il n'a pas été nommé au gouvernement. Il y avait des rumeurs. Si j'ai compté, c'est 4-2. Hein. Oui, après, les Tunisiens, ils vont, en général, ils ont du mal. Il y a que les Algériens qui veulent rejouer le match. Allez. Non, on se qualifie direct. C'est pas moi qui l'ai dit. Sofiane, il y aura toujours un match ou c'est terminé, c'est plié là? Non, c'est terminé. Non, mais laissez Sofiane répondre. On a été éliminé politiquement. Si on se requalifie, on se qualifiera politiquement. Non, mais là, c'est plié ou il y a toujours du La sport? FIFA n'a pas encore donné de verdict. Elle a parlé sur l'Égypte. Non, pas du tout. C'est la fédération algérienne, elle a apporté les réponses qu'elle a reçues. C'est entre les mains de la commission d'arbitrage au niveau de la FIFA. Ils n'ont pas été clairs. Ils étaient clairs. Non, on veut pas rejouer, on veut se qualifier direct. Vous connaissez, Sofiane, l'expression Mazalotarat? Mazalotarat, bien sûr. Ben voilà. Donc, Christophe, vous connaissez cette expression? Mais sauf que depuis le début, depuis que l'Algérie a commencé à critiquer la Confédération africaine, ce qui se passe à l'intérieur, vous avez tout récemment le Ahli d'Égypte qui a lancé une vague importante contre la CAF, et on a tout récemment aussi le Ahli de Tripoli, l'Ahli de Tripoli. L'Ahli de Tripoli, c'est le club africain, le Real Madrid de l'Afrique en vérité. Et vous avez le Ahli de Libye qui vient de déposer plainte contre Gassama, qui a retiré un penalty contre les Libyens face à Orlando Pirates, le club sud-africain. Et c'est le même Gassama de Gambie. Et qui est retenu pour le mondial. Bien sûr. Donc l'Algérie n'ira pas au Qatar. Mais c'est pas grave, on ira d'une autre manière peut-être. Et même moi l'espoir c'est qu'en voyant Poutine on lui a retiré la Russie, la manière dont la Russie a été retirée de cette compétition mondiale, elle a perdu toute légitimité à mon sens. Et je pense que beaucoup de dossiers risquent de sortir d'ici là. Lavrov, il a bien répondu, s'il y a une Coupe du Monde. Rappelez-vous de la réponse de Lavrov. Poutine va envahir le Qatar pendant 15 jours, juste pour arrêter la Coupe du Monde et après il se retire. C'est vrai que Lavrov avait dit s'il y a un mondial. S'il y a un mondial. On restera toujours sur cette réponse. La belle histoire, c'est à toi, tu as écouté, ce fut compliqué, dur, mais tu l'as fait et tu vas nous le prouver. Le résumé de cette émission, c'est parti. La belle histoire, c'est à toi. Eh bien, merci Christophe. C'est vrai que c'est très 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 compliqué aujourd'hui avec tous les sujets qui ont été traités. On parlait de l'Algérie tout à l'heure. Ça me donne l'occasion effectivement de rendre hommage à un grand joueur de l'équipe d'Algérie, Fawzi Mansouri, qui vient de disparaître et qui faisait partie de la sélection algérienne